Europe 1, 7h moins le quart, et c'est Europe 1 vous répond avec vous, Thomas Souton. Il faut mieux repérer l'argent des terroristes. S'ils arrivent à commettre des attentats, c'est parce qu'ils peuvent se procurer des ressources financières en France et à l'étranger. Voilà ce qu'a dit en substance Michel Sapin hier, le ministre des Finances chargé de mener la lutte contre le financement du terrorisme. Bonjour Martine Orange. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Mediapart. Alors aujourd'hui, est-ce que les terroristes arrivent facilement à trouver de l'argent pour commettre leurs attentats ? Ça dépend d'où on parle. Si l'on parle de chez eux, en Syrie, en Irak, etc., oui, ils arrivent à trouver de l'argent. En France, c'est plus compliqué, mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé en France, ce sont des actions qui ont l'air de demander très peu d'argent finalement. Ça coûte pas cher en quelque sorte. Regardez, on avait eu l'exemple avec Koulibaly qui avait pris un crédit à la consommation. On était dans l'ordre de 2 000 euros, 3 000 euros. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent quand on est particulier. Mais c'est un coup de fil, quoi. Voilà, on décroche son téléphone. C'était pas énorme. Hein, comme mais ça. Dans ce cas précis, les banques n'ont aucun moyen de contrôle. Elles prêtent sans savoir à qui, sans vérifier quoi que ce soit. Quand on est sur des très petites sommes, c'est très difficile de savoir à quoi va être destiné cet argent. Vous imaginez bien, 2 000 euros, vous équipez votre cuisine, quoi. Donc on cherche pas à savoir. Non. Et ça veut dire que ça continue sans doute aujourd'hui. Ça peut continuer. Ça peut continuer, oui, mais enfin c'est pas à travers ce moyen. C'est-à-dire des toutes petites sommes que vous pouvez trouver par des moyens bancaires tout à fait réguliers, que vous allez traquer le terrorisme. C'est une galéjade, si je puis dire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des mesures annoncées par Michel Sapin hier, la chasse aux cartes bancaires prépayées notamment, ces choses-là, c'est utile, c'est pour rassurer la population, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait passer sous le mot du terrorisme beaucoup de choses qui n'en relèvent pas, c'est-à-dire la carte prépayée, c'est quelque chose qui embête un peu les autorités, embête les choses parce qu'on ne peut pas les surveiller. Mais est-ce que la lutte contre le terrorisme doit amener une société totalement sous surveillance ? Mais si on raisonne en termes d'efficacité, on sait que... C'est pour ça que je ne suis pas sûre que ça soit très efficace. Donc ça, vous n'êtes pas convaincu. Évidemment, quand on pense financement du terrorisme à une échelle plus large, notamment en Syrie, on pense au trafic de pétrole. C'est vraiment la première source de financement pour Daesh ? Ça l'a été, ça ne l'est plus, parce que pour une simple raison déjà... c'est que le cours du pétrole a été divisé par 2 depuis 1 an. Et là-dessus, vous avez donc des rentrées de pétrole, puisqu'ils sont en plus obligés, en général, de le vendre avec à prix cassé, c'est-à-dire moitié prix, voire même en dessous du prix du marché, parce que pour l'écouler, puisque c'est du pétrole de contrebande. Et puis les Russes, depuis quelques jours, tapent les camions et citernes. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez des rentrées qui sont bien moindres, et en plus de ça, vous avez, compte tenu de toutes les attaques contre les infrastructures pétrolières, vous avez des puits qui sont mal entretenus, qui produisent de moins en moins. Vous avez plus de main d'œuvre. Pour les exploiter. C'est une industrie très lourde, le pétrole. Et donc, dès que ça commence à dérailler, ça produit beaucoup moins. Un tweet de Sam Meilleux avec le hashtag un matin. Quelles sont les sources de financement moins classiques que le pétrole ou la drogue, dit-il ? Vous avez déjà toutes les rançons, les trafics d'œuvres d'art, ça on l'avait déjà vu au moment de l'Irak. Vous avez aussi tous les trafics humains. Malheureusement, on l'a vu avec Daesh, puisque l'esclavage est monétisé en fait. Il y a un marché de l'esclavage. Et vous avez aussi tout tas de choses, puisque Daesh, il faut penser que Daesh, à la différence d'Al-Qaïda, vit sur le pays. Donc vous avez un certain nombre de choses c'est le pillage en règle du pays. Daesh lève des impôts. Il lève des impôts, mais en même temps, il y a le commerce sur le blé, il y a le commerce sur le coton, il y a le commerce sur le phosphate, il y a le commerce sur le ciment. Tout ce que le pays produit devient pour lui une source de financement. Le moindre camion qui passe, il y a une taxe maintenant sur toutes les activités. On parle d'une fortune de plus de 2 milliards de dollars pour l'État islamique. C'est un fantasme, c'est vrai, impossible à dire. Impossible à dire. Je veux dire, il y a des ordres de grandeur effectivement qui sont donnés entre 2 milliards et 2 milliards 5.
vous voyez l'économie, mais c'est très très difficile à dire. Est-ce qu'il y a des pays du Golfe notamment, qui soutiennent Daesh? C'est un fantasme ou c'est la réalité, ça? Non, il y a eu des pays du Golfe qui soutenaient Daesh. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Directement ou via des non, individus? c'est via en général les donateurs. Et donc, parce que ça passe toujours... Les familles princières sont très grandes donc, au Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le prince régnant qui soutient, mais ça peut être ses petits cousins, si je puis dire. Donc à partir de ce moment-là, vous avez effectivement eu le Qatar et l'Arabie Saoudite qui les ont soutenus. C'est fini, oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont... le monstre s'est retourné contre eux, si je puis dire. Donc maintenant, Daesh est une menace aussi pour ces pays-là. Oui, c'est ce qui se passe au Yémen, oui. Merci beaucoup, Martine Orange, d'être venue sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Mediapart. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.